Philippe Zawati, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué de Natixis Asset Management et également directeur de Mirova. On va parler avec vous d'investissement socialement responsable. Nous sommes ensemble à Paris Europlace. Comment justement se présente cet investissement socialement responsable en 2013 On l'a regardé un petit peu avec inquiétude, forcément avec la crise économique et financière. On s'est dit peut-être qu'il allait être relégué un peu au second plan. Quel est votre regard sur ce marché ? Je pense que le marché continue à se développer. Clairement, en France, à l'international, tous les chiffres le montrent. Les encours sont en croissance. On voit les statistiques de Novetic, d'Eurosif. Mais au-delà de ça, derrière les chiffres, il y a une prise de conscience, une prise en compte maintenant qui se généralise des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, à la fois par les gérants d'actifs et puis par les investisseurs institutionnels. Il y a là aussi un écosystème autour de tout ça qui se développe, des agences de notation, de la recherche académique, beaucoup de réglementation aussi, tout ce qui tourne autour de la RSE notamment, et des incitations qui nous arrivent de la part des différents niveaux, aussi bien français que européens, sur tout ce qui tourne autour de l'investissement responsable, la RSE, la finance sociale, l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc si on regroupe tout ça, plus les besoins de financement énormes que l'on a pour financer le développement durable, financer de nouvelles infrastructures, je crois que c'est aujourd'hui une vraie solution qu'il faut continuer à creuser et à développer. Donc on peut dire qu'elle a pris sa place. Elle représente encore peu par rapport au volume global du secteur de la gestion d'actifs, mais elle a pris clairement sa place dans la stratégie des investisseurs. Elle a pris sa place dans le monde de l'investissement. Je dirais qu'aujourd'hui, après, la place, le pourcentage, combien, quels sont les encours, c'est très difficile parce qu'on a encore une fois aujourd'hui des gros problèmes de définition. Qu'est-ce que c'est que l'ISR? Comment on définit l'ISR? Qu'est-ce que c'est que l'intégration ESG? On a fait un gros travail ces derniers mois avec l'AFG, au sein de l'AFG, au sein du FIR, avec des groupes de travail qui se sont réunis pour essayer de donner une nouvelle définition à l'ISR, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'ISR. Et je crois qu'on est arrivé à quelque chose d'intéressant. On a publié un communiqué de presse la semaine dernière. Je crois qu'on est arrivé à quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas une révolution, c'est une définition en quelques lignes. On s'était donné deux objectifs. Le premier, c'était de donner une définition qui soit claire, facile, compréhensible du grand public. Et le deuxième objectif, c'était de définir l'ISR non plus par les moyens mis en œuvre, mais par l'objectif. Je ne sais pas si on a atteint le premier objectif, parce qu'il a fallu quand même concilier les visions des uns et des autres, et on a encore une définition qui est un petit peu trop longue à mon goût, qui fait 4 lignes, alors qu'en 2 lignes, on aurait pu réussir à faire quelque chose de plus percutant. Mais je pense qu'on a réussi le deuxième objectif. On a défini l'ISR en fonction de son objectif. L'ISR, c'est investir dans des entreprises, dans des entités publiques qui contribuent au développement durable. Et ça, c'est un point essentiel. Ce n'est pas seulement qui intègre les critères E, S ou G, c'est qui contribue au développement durable. Voilà, ça, et ça, je pense que si on arrive à faire passer ce message-là, on peut aller vers des incitations publiques et vers une compréhension plus facile de la part des épargnants. Est-ce que justement du côté des particuliers, il y a des demandes? On le voit parfois au sein des entreprises, dans les produits d'épargne salariale, on voit des fonds ISR qui sont créés, donc on sent qu'il y a quand même de l'appétit, mais est-ce que ça se met en place véritablement? En épargne salariale, aujourd'hui, on arrive quasiment à 50% des actifs qui sont ISR. Ce n'est pas dû seulement à la demande des investisseurs et des salariés. Ça a été dû à une volonté forte de la part des entreprises et puis surtout des syndicats qui ont beaucoup poussé pour qu'on aille dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, dans l'épargne salariale, l'offre est installée. Ce qu'on peut dire, c'est que lorsque l'on propose cette offre, lorsqu'elle est mise en marché, puisque finalement, en épargne salariale, la seule obligation que l'on a, c'est de mettre un fonds solidaire, par exemple, dans la liste des fonds qui sont proposés. Quand on met en marché, quand on met un peu en tête de gondole ces produits-là, eh bien, les investisseurs se l'approprient et les achètent. La problématique qu'on a au niveau du grand public aujourd'hui, c'est pas une problématique de production, c'est une problématique de distribution. C'est comment est-ce qu'on met ces produits-là vraiment à la disposition des épargnants dans les agences bancaires, chez les conseillers en patrimoine, etc. Et c'est là-dessus qu'on pêche aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que... C'est-à-dire qu'on va par rapport à des produits dits classiques Par rapport à des produits dits classiques. Et ce message-là, c'est vrai que les réseaux bancaires ont encore un petit peu du mal à se l'approprier. Parce que, d'abord parce qu'aujourd'hui aussi, les produits financiers en tant que tels ont du mal à se positionner dans les réseaux, mais parce que ça nécessite un deuxième niveau d'argumentation
vis-à-vis des épargnants. Et là encore, je pense que si on arrive à mettre les produits sur l'étagère, on aura du succès parce que tous les sondages le montrent. Le besoin de sens, il est là, il existe. Donc il faudrait que cette définition soit en 2 lignes. Quelle serait votre définition en 2 lignes et qui pourrait peut-être intéresser des investisseurs particuliers? Non, mais je suis à l'aise avec la définition qui a été diffusée là. C'est l'ISR est un investissement dans des entreprises privées ou dans des entités publiques qui contribuent au développement durable, et l'ISR cherche à influencer. Voilà, ça c'est les 2 points qu'on a mis dans la définition. Donc les gérants d'actifs ne peuvent pas changer le monde à eux tout seuls, ils peuvent influencer les entreprises. Et bon, c'est un petit peu un lien avec ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de faire aujourd'hui dans le cadre des journées Europlace, où on a parlé de reporting intégré. Eh bien, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut influencer les entreprises pour qu'elles changent leur façon de voir leur stratégie et aussi de reporter sur leur stratégie. Donc quelque part qu'elles se positionnent d'emblée dans leur organisation, dans leur structure pour répondre à cette problématique. Qu'elles intègrent les enjeux du développement durable au plus haut niveau et au sein de leur stratégie. Nous, on cherche à des tendances à horizon long terme, à 5 ans, 10 ans, c'est comme ça qu'on investit. On cherche à investir dans des entreprises qui vont être les gagnants à horizon 10 ans. Voilà. Et il me semble qu'on avait parlé ensemble lors de notre dernier rendez-vous justement de ces questions-là en disant finalement un monsieur ISR, dans les entreprises, il n'y en a pas encore, il y a des nominations de directeurs généraux, de directeurs financiers, de directeurs du développement. C'est vrai qu'on n'a pas encore de directeur ISR, ça n'existe pas, on ne voit pas ça sur les ressources humaines en tout cas. Vous voulez dire dans les entreprises d'investissement? Dans les grandes entreprises. On a des directeurs de développement durable, de plus en plus de directeurs de développement durable, mais la problématique n'est pas tant d'avoir un directeur de développement durable, c'est de savoir quel est son positionnement et quelle est l'écoute qu'il a au niveau de la direction générale de l'entreprise. C'est ça la question clé. C'est effectivement, est-ce qu'on est au cœur de la stratégie de l'entreprise? Vous parliez de produits peut-être aujourd'hui difficiles à placer. Est-ce que ça peut concerner tous les produits, c'est-à-dire aussi bien des produits actions, des produits obligataires, différents styles de Oui, alors produits? nous, on a fait le choix effectivement d'avoir une vision extrêmement large chez Mirova au niveau donc, de l'investissement responsable. On a à la fois une offre sur des actions cotées, évidemment sur des obligations. Et sur des obligations, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, à condition aussi que le marché s'adapte. Il y a eu quelques émissions obligataires ISR de quelques collectivités territoriales ou d'entreprises comme Air Liquide l'année dernière. Nous, on pousse le marché à aller dans ce sens-là, à avoir plus d'émissions de ce type-là. Il y a tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle social finance, que les Anglais poussent beaucoup. Et c'est ce qu'on appelle les social impact bonds, donc des obligations qui sont liées à la réussite des initiatives sociales qu'elles financent, comme la réinsertion de prisonniers, etc. Donc il peut y avoir beaucoup de choses, ou des green bonds, des obligations liées au carbone. Donc on pense qu'il y a le marché obligataire peut beaucoup évoluer. Donc les actions, bien sûr, les obligations, et puis on travaille aussi sur le marché des infrastructures. On a des fonds d'infrastructures qui sont à la fois investis sur des énergies renouvelables, là le lien avec le développement durable est assez, je dirais, évident, mais aussi sur des partenariats publics-privés. Et là on est en train de travailler à une grille d'analyse des projets d'infrastructures selon leur impact environnemental et social. Très bien, merci d'avoir fait le point avec nous, Philippe Zawati. On rappelle que vous êtes donc le directeur général de Natixis Asset Management. Merci beaucoup.